Donc cette deuxième table ronde est consacrée à aux différences dans la réception de l'œuvre de Fanon depuis le moment où elle a été publiée, produite à la fin des années 50, donc jusqu'à aujourd'hui. Ça, on connaît assez mal, finalement, chacun a un regard qui est propre à sa zone culturelle de la diffusion de l'œuvre de Fanon. Et vous allez voir que, grâce à nos intervenants, on va constater que cette réception a connu des évolutions, des sorts, des échos, des audiences assez différentes d'un continent à l'autre. Alors, on ne couvre pas l'ensemble du monde, mais enfin, grâce à nos intervenants, Magali Besson, donc, qui est philosophe, professeur de philosophie à l'université de Rennes 1, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages et qui avait notamment introduit le recueil des œuvres de Fanon que nous avions publié à la découverte, va nous parler de la réception de l'œuvre de Fanon en France. Hamzat Bokhari Yabara, qui est donc historien, chercheur à l'EHESS, et qui a publié le livre Africa Unite, une histoire du panafricanisme, également à la découverte, comme par hasard. Et ensuite Salem Mosbah, qui est donc professeur de philosophie politique et sociale aux universités de Sfax et de Tunis, et qui a publié sur la réception de Fanon dans le monde arabe. Et enfin, nous entendrons par vidéo, parce qu'il n'a pas pu se déplacer, Cornel West, qui est un philosophe bien connu, professeur émérite à l'université de Princeton, qui nous parlera de l'héritage de Fanon dans la pensée afro-américaine contemporaine. Donc je passe tout de suite la parole à Magali Besson. Merci. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc la formulation de la table ronde, telle qu'elle nous a été proposée, pose, me semble-t-il, au départ un paradoxe. Elle invite à particulariser, peut-être à territorialiser, la réception de Fanon en France, en Afrique subsaharienne, dans le monde arabe, dans la pensée afro-américaine. Fanon, l'homme dont le territoire est précisément celui du dépassement des nations fermées, des frontières, des civilisations, pour reprendre le titre de cette journée, qui pourraient être toujours déjà constituées et bloquées dans un face-à-face hostile. Entre son premier ouvrage publié, Peau noire, masque blanc, dont le premier titre était « Essai sur la désaliénation du noir », et l'ouvrage dicté dans l'urgence, « Les damnés de la terre », la trajectoire de Fanon a consisté à passer de l'interrogation sur l'expérience d'un moi aliéné dans la nation française à celle qui porte sur la construction et la réalité d'un nous militant, combatif, ouvert sur l'avenir, agent de la lutte de décolonisation algérienne et plus largement africaine. Cette démarche, ce passage du moi coincé dans sa peau et dans son identité nationale pathologique, au nous, acteurs de la décolonisation des corps et des esprits, est certes déjà à l'œuvre dans le premier Fanon, celui de Peau noire, à un double titre. D'un côté, partant du plus intime, l'expérience vécue du noir, selon le titre de ce chapitre qui a déjà été rappelé, l'expérience vécue du noir en France hexagonale, il vise le plus universel, l'homme qui interroge. C'est la fin de l'ouvrage. Et d'un autre côté, dans l'article « Le syndrome nord-africain », qui a également été cité tout à l'heure, écrit en même temps que Peau noire, masque blanc, il trouve les prémices de ce qu'il appelle une théorie de l'inhumanité, théorie universelle, dans l'examen du cas particulier du nord-africain émigré en France. Mais dans ce premier Fanon, c'est chaque rencontre intersubjective qui porte en elle la potentialité de l'aliénation et donc aussi de l'émancipation. Dans les textes ultérieurs, en revanche, Fanon s'interroge de plus en plus explicitement sur la construction, les fonctions, les limites de ces corps intermédiaires qui seraient les agents et les acteurs collectifs de la lutte de décolonisation. Donc il introduit entre l'individu particulier et l'homme universel les groupes. Ces groupes que Balibar et Wallerstein appelaient par exemple les races, nations, classes. De la sorte, l'invitation de la table ronde à saisir la résonance différenciée de l'œuvre de Fanon, selon les histoires et les représentations différenciées de nos différents contextes de réception, nationaux en France, culturels, racialisés, les Afro-Américains, se trouve au cœur même du processus d'émancipation effective qu'exige Fanon. Il n'y a pas de point de vue de nulle part sur la désaliénation, et nous ne pouvons que lire et comprendre Fanon depuis ce que nous sommes, depuis l'horizon d'interprétation où nous nous situons.
Et donc, si on prend au sérieux la responsabilité qui est la nôtre, c'est-à-dire celle de poursuivre son œuvre théorique et militante, nous ne pouvons que situer son discours pour nous. Donc, le parcours de la réception de Fanon en France, que je vais maintenant vous présenter brièvement, témoigne de ce que même en France, dans ce nous national, il y a eu des nous successifs d'où l'on a lu Fanon. La réception en France se déroule plus ou moins selon 3 grandes étapes qui sont désormais assez bien connues et documentées, et donc je vais rappeler simplement à grands traits. La première étape correspond aux années 1960-1990. Comme le rappelle Achille Mbembe dans son récent ouvrage « Critique de la raison nègre », Fanon ayant fait le choix de l'Algérie contre la France le considéra comme un traître, un ennemi de la République, et ce moment constitue à proprement parler celui de la non-réception de Fanon. Il se déploie selon 3 dimensions, la censure, le déplacement et l'oubli. Dans les mois qui suivent la parution des Damnés de la Terre en 1961 et la mort de Fanon, l'œuvre est mise au ban, saisie, censurée. Pratiquement dans le même temps, la critique qui s'en empare ne lit pour ainsi dire que la préface de Sartre aux Damnés de la Terre, dont l'interprétation cristallise ainsi l'essentiel des arguments et biaise, déplace la lecture. Enfin, l'œuvre de Fanon rejoint très vite l'amnésie collective qui entoure la guerre d'Algérie, selon la formule célèbre de l'ouvrage de Mohamed Harbi et Benjamin Stora. Donc de 1962 à la fin des années 90, la France, repliée sur l'Hexagone après la perte de son empire colonial, plonge, comme l'écrit Achille Mbembe, dans une sorte d'hiver post-impérial. Et Mbembe diagnostique dans ce refoulement, ce déni de son passé colonial, le retard avec lequel les études postcoloniales et la théorie critique de la race sont arrivées en France. Ce faisant, alors même qu'ailleurs dans le monde, on lisait Fanon, on travaillait Fanon, on soulignait l'actualité de Fanon et sa fécondité pour bien des luttes, la France a oublié Fanon. La deuxième étape de la réception marque le retour de Fanon dans le paysage français. Et c'est un retour marqué par la contradiction. Il y a en effet, dans les années 2000-2010, une concomitance entre 2 partis pris de lecture contradictoires. D'un côté, certains insistent sur la nécessité de lire Fanon l'œuvre de Fanon comme celle d'un individu particulier, un homme d'action, dont les catégories de pensée, d'analyse, sont inévitablement situées et ne peuvent que l'être. C'est ce que Mathieu Renaud, avec d'autres, nomme le stade de la biographie, par ailleurs magistralement inauguré par le beau Portrait de Frantz Fanon d'Alice Cherki, paru en 2000. Cette perspective insiste, de manière salutaire, sur l'historicisation de l'œuvre de Fanon, qui doit être replacée dans son temps propre. Mais ce faisant, la dimension théorique de son œuvre est assujettie à une situation politique indépassable. Et l'on trahirait au fond la théorie si on la déplaçait dans un autre contexte. Au contraire, une autre interprétation a aussi surgi. D'autres se proposent de lire l'œuvre de Fanon comme celle d'un théoricien global, visionnaire, dont le discours théorique pourrait être très légitimement détaché de la situation politique, historique particulière dans laquelle il a été émis, et anticiper notre situation actuelle, c'est-à-dire celle du postcolonialisme. Cette perspective de lecture, en effet, s'inscrit dans la réception dans les universités françaises du détour anglo-saxon par lequel Fanon nous revient alors, par l'appropriation de sa pensée opérée dans les départements états-uniens, notamment des Cultural Studies, des Post-Colonial Studies et des Black Studies. C'est alors Peau noire, masque blanc qui se retrouve constitué au cœur de cette deuxième étape de la réception de Fanon, comme Les damnés de la Terre était l'ouvrage central de la première étape. C'est en effet dans Peau noire, masque blanc qu'on peut trouver des instruments pour réfléchir au processus de racialisation, toujours en jeu dans les démocraties contemporaines aux prises avec leur passé colonial ou esclavagiste. Cette lecture contradictoire de la deuxième étape de la réception en France se fait, sur le fond, d'une France dont le rapport à son passé colonial passe du déni de la première étape à la dénégation dans la deuxième étape, pour reprendre une formule de Didier Fassin. Après la
période du déni, du rejet de la réalité du colonialisme, où on s'applique à faire comme si l'histoire coloniale n'avait tout simplement pas existé, la France a adopté une posture d'occultation de la réalité plus subtile, tout aussi dangereuse, celle de la dénégation, qui consiste à reconnaître l'histoire coloniale, mais en transformant la valeur ou la valence. L'existence du colonialisme est reconnue, mais les éléments déplaisants dans son interprétation sont évacués. C'est tout le sens de la fameuse loi de février 2005 qui s'intitule « Portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés », dont un article particulièrement controversé et finalement abrogé demandait que, je cite la loi, « les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord ». Fin de citation. Le réquisitoire de Fanon contre la violence psychique et physique inouïe de la colonisation du régime colonial, notamment en Afrique du Nord, constitue bien entendu une charge accablante contre cette bonne conscience de la France en pleine dénégation de son histoire. La troisième étape est enfin celle que nous vivons aujourd'hui, depuis quelques années, lorsque nous cherchons d'une certaine manière à réconcilier la contradiction théorique et à affronter enfin notre histoire coloniale. Nous lisons désormais Fanon pour y chercher à la fois les principes normatifs de l'émancipation et les éléments d'une critique sociale qui fasse une place à la généalogie coloniale de notre condition actuelle. Il nous faut prendre en charge, après le déni, après la dénégation, l'héritage colonial d'une France qui n'est pas encore post-coloniale, qu'il est sans doute, si l'on entend par là un processus transitionnel, mais certainement pas si le suffixe post dans post-colonial désigne un au-delà, un après réconcilié. L'impératif normatif fanonien, et je cite Peau noire, masque blanc, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, cet impératif ne peut être traduit dans nos circonstances réelles, héritées du passé, qu'à partir d'une critique socio-historique précise de ce même passé. Ce double enjeu, réconciliation de la contradiction diagnostique critico-généalogique, du troisième moment de la réception de Fanon en France, je le vois à l'œuvre, par exemple, dans l'ouvrage de Mathieu Renaud, que je citais tout à l'heure, Frantz Fanon de l'anticolonialisme à la critique postcoloniale, paru en 2013, également chez les contributeurs au numéro 55 de la revue Actuel Marx, d'avril 2014, consacré à Fanon. Il me semble qu'il consiste à trouver, chez Fanon, l'incitation à développer notre conscience historique pour procéder à un diagnostic critique de nos conditions actuelles de pensée et d'action, afin de formuler, à partir de ce diagnostic critique, des propositions efficaces de transformation du monde portées par un objectif d'émancipation. C'est ainsi avec Fanon et contre Fanon que se produit ce troisième moment de la réception. Avec Fanon, pour affirmer que la France n'est aujourd'hui ni décolonisée, ni déracialisée, et en trouvant chez lui les ressources conceptuelles pour faire ce diagnostic. Mais contre Fanon, pour dégager les déterminants actuels, spécifiques, des manifestations contemporaines, des replis identitaires et nationalistes, du racisme institutionnel toujours à l'œuvre, de la violence policière, militaire, manifestations qui ne sont pas celles qu'elles avaient en 1961, dont les formes sont modifiées, mais l'attachement à cette forme historique ne devrait pas occulter le fait qu'il s'agit bien du même type de manifestation. Dans cette perspective, et pour conclure, recevoir Fanon, relire Fanon aujourd'hui en France, c'est tâcher de réactualiser dans nos circonstances actuelles, contemporaines, et avec peut-être désormais le même sentiment d'urgence que celui qui avait motivé ce que Mbembe appelle l'arrachement de soi de Fanon, c'est noces de la lutte et de la critique, selon la belle formule d'Achille Mbembe, que son œuvre avait célébrée. Merci.